Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous le cardinal Dubois, principal ministre de Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, régent du royaume de France durant la minorité de Louis XV. Sur chacun de ces portraits, le cardinal Dubois esquisse un léger sourire teinté de malice. Et si le marbre de Coustou, agrémentant son mausolée à l'église Saint-Roch à Paris, le représente en oraison, agenouillé, les mains jointes, le regard humblement tourné vers le sol, il n'en arbore pas moins ce même sourire énigmatique qui, davantage que la bienveillance naturelle de l'homme de Dieu, semble exprimer une ironie pleine de sous-entendus. Pourquoi ce sourire énigmatique ? Béatitude du serviteur de Dieu s'apprêtant à rejoindre son Créateur ou jubilation intérieure mal contenue d'un parfait Tartuffe, monstre de cynisme et d'ambition? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode en 2 parties. Le jour de son ordination tardive, qui précéda de quelques jours à peine son élévation à la dignité de cardinal, le régent persifleur aurait lancé à l'abbé Dubois « Profite de l'occasion pour te faire baptiser !» L'abbé Dubois, un parfait Tartuffe, c'est en tout cas la conviction de Saint-Simon, premier d'une longue liste à tremper sa plume dans le vitriol pour nous décrire un Dubois machiavélique. L'abbé Dubois était un petit homme maigre, effilé, chafouin, à perruque blonde, à mine de fouine. Tous les vices combattaient en lui, à qui en demeurerait le maître. L'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux. La perfidie, la flatterie, les servages, ses moyens. L'impiété parfaite, son repos. Il excellait en basses intrigues, il en vivait. Il ne pouvait s'en passer. Suivent différents noms d'oiseaux, hommes de néant, fripons, sacre. Alors là, entendez par là, sacré baiser. Passez-moi l'expression. Pour Dubois, ite missa est, la messe est dite. Et dans le sillage de Saint-Simon, biographie à charge et faux mémoires édités jusqu'au début du XXe siècle, vont colporter sur Guillaume Dubois, né le 6 septembre 1656 à Brive-la-Gaillarde dans le Limousin, les anecdotes les plus malveillantes. Alors, à l'âge de 13 ans, il aurait dérobé à son père apothicaire un puissant laxatif, un laxatif qu'on appelle de l'antimoine. Il verse ce laxatif dans la marmite des pensionnaires du prieuré Saint-Martin où il est élève. Puis, alors qu'il n'a que 15 ans, il engrosse une certaine Pierrette, servante du premier président du Parlement de Bordeaux, qu'il a engagé comme précepteur. Il l'épouse, dépense sa dot en beuveries et coucheries, et une fois sans le sou, l'abandonne et part pour Paris. Ce serait donc un empoisonneur doublé d'un fornicateur. Mais qu'en est-il vraiment ? En fait, le père de Dubois n'était pas boutiquier, mais médecin. C'est son oncle qui était apothicaire. Si Saint-Simon en fait un boutiquier dans la diatribe qu'il lui consacre, c'est qu'à ses yeux, l'origine médiocre de son ennemi juré est déjà en soi une infamie. Dans sa conception hiérarchique de la société, personne ne doit s'élever à des dignités qui ne correspondent pas à son rang de naissance. La réussite d'un sujet de petite extraction ne peut s'expliquer que par la scélératesse et des vices inouïs. N'en déplaise à ses accusateurs, le jeune Dubois n'a jamais été un vaurien, mais fut au contraire un élève remarquablement doué, montrant curiosité et talent pour toutes les matières. En particulier, il est un excellent latiniste, alors que l'on dira complaisamment de lui qu'il bredouillait 3 mots en latin pour dire la messe. Il est immédiatement distingué et obtient une bourse pour le collège Saint-Michel, rue de Bièvre à Paris,
où il arrive à 16 ans en 1672. De vulgaires valets du curé de Saint-Eustache à entendre Saint-Simon, Dubois parvient en 1683 à se faire bombarder sous précepteur du duc de Chartres, alors âgé de 10 ans. Or, Saint-Simon affabule. Dubois n'a jamais été valet. Il était secrétaire du principal du collège de Navarre où il suivait l'enseignement de théologie et de philosophie. Et c'est grâce au directeur de ce collège qu'il va se faire des relations dans le monde. Il devient précepteur dans plusieurs grandes familles et de fil en aiguille se lie avec le chevalier de Lorraine et le marquis d'Effiat, qui sont-ils les favoris de Monsieur Frère du Roi, Louis XIV bien sûr. C'est ainsi qu'il obtient le poste de sous-précepteur de son fils, le futur duc d'Orléans. Le 3 août 1687, à la mort de Saint-Laurent, précepteur en titre, Dubois devient, à 31 ans, seul maître de l'éducation de son élève, dont, selon ses contempteurs, il va désormais s'acharner à faire une créature dolente et velléitaire qu'il pourra façonner à son goût, et s'efforcera de lui être agréable en étant toujours de son avis. Selon Saint-Simon, toujours, il gagne sa confiance, le manipule, lui fait prendre peur du roi et de monsieur son père. Quoi qu'il en soit, c'est à ce jour que commencèrent 40 années de tutelle, puis de collaboration, que seule la mort de Dubois devait interrompre. Le Dubois, interprété par Jean Rochefort dans le film de Bertrand Tavernier « Que la fête commence », où le régent est incarné par Philippe Noiret. Eh bien, ce Dubois-là, c'est celui de Saint-Simon. Un Dubois fornicant, tenant des propos scandaleux, déguisé en satire compère des maquerelles, confortant le régent dans ses excès et lui fournissant des filles, jurant, traité comme un laquais, sautant sur les tables et laissant à la plus célèbre putain de Paris le couronnier du titre de Macro. Personnage servile, il verse toujours dans l'ignominie. Dubois flatte son élève du côté des mœurs pour le jeter dans la débauche, confirme Saint-Simon. Pire encore, à la manière de la grande Catherine de Russie qui faisait essayer ses futurs amants par ses dames de compagnie, Dubois aurait lui aussi testé toutes les femmes destinées au lit du jeune Philippe. Jalousé d'emblée pour son influence naissante, Dubois est dépeint par ses ennemis comme un foutriquet de la pire espèce. Déjà, une comptine circule, inspirée de ces débauches. Il court, le furet du bois, mesdames, contrepétrie libertine, marquant le début d'une campagne de dénigrement qui ne cessera jamais de s'amplifier. On retrouve ces accusations dans les orgies de la Régence. C'est lui qui fut chargé de l'éducation du jeune duc de Chartres et qui lui inculqua tous les vices dont il tirait profit. C'est lui qui, lorsque son élève fut devenu le duc d'Orléans, favorisa ses goûts libertins et n'hésita pas à faire le métier de maquereau en emmenant sans cesse de nouvelles conquêtes au jeune prince. Jamais le jeune duc d'Orléans ne put s'affranchir de l'influence néfaste de cet homme sans scrupules et capable de tout pour arriver à ses fins. Jadis, on avait attribué à Mazarin le beau vice de monsieur. De même a-t-on attribué à Dubois le goût du régent pour les femmes. Mais on ne fabrique pas davantage de séducteurs qu'on ne fabrique des homosexuels. En réalité, Philippe n'a pas eu besoin de Dubois pour adorer les femmes. C'est un être voluptueux. Il a perdu son pucelage à 13 ans. Et puis il n'a sous les yeux que de mauvais exemples. Rappelons qu'il ne vit pas à Versailles, mais au Palais Royal, au lieu de la prostitution parisienne, située d'ailleurs tout près de l'opéra. Aller à l'opéra ou au bordel, c'est du pareil au même, écrit sa mère, la princesse palatine. Elle-même, faut-il le rappeler, est mariée à un homosexuel notoire, monsieur Frère du Roi, qui s'affiche ouvertement avec ses amants, pour affliger qu'elle soit de l'excessive sensualité de son fils. Elle ne voit donc pas d'un mauvais œil qu'il préfère les jolis tendrons aux jouvenceaux. Quoi qu'il en soit, l'abbé Dubois a bien du mal à maîtriser l'appétit sexuel de son élève. Le suit-il dans ses escapades ? Sans aucun doute, puisqu'il le suit partout. Au demeurant, n'ayant reçu que la tonsure, il n'est pas prêtre et n'a donc pas fait vœu de chasteté. Il aura d'ailleurs une maîtresse attitrée, Alexandrine Guérin,
mère de d'Alembert, le futur encyclopédiste. S'il suit volontiers son élève d'un bordel à l'autre, Dubois ne participe en revanche jamais à ses orgies, car il ne boit pas et se contente en général d'une cuisse de poulet pour tout repas. En revanche, maître et élève jurent tous deux comme des charretiers. À son Dubois, alias Jean Rochefort, cynique, païen, ambitieux, Tavernier fait dire « Ça m'ennuiera de dire la messe. Je suis naturellement païen et difficilement chrétien, mais je pense à l'avenir. Un jour, je peux n'être plus ministre, mais archevêque, je le serai toujours. » Bon, mais tout ça, ce sont des répliques de cinéma. Si la cour fait courir le bruit de son paganisme, certaines des accusations atroces dont Dubois fait l'objet ne résistent pas à l'examen des faits. En effet, si l'abbé était l'être lubrique décrit par Saint-Simon et ses suiveurs, l'austère Fénelon aurait-il été son ami, de même que Bossuet? Le roi Louis XIV, nageant alors en pleine bigoterie avec Madame de Maintenon, aurait-il toléré sa présence auprès de son neveu? Enfin et surtout, la princesse Palatine lui aurait-elle écrit « J'ai beaucoup de reconnaissance de l'application que vous avez à faire un honnête homme de mon fils, et cela ajoute à l'estime que j'ai pour vous beaucoup d'amitié. » La Palatine connaît parfaitement les défauts de son fils, elle en plaisante. « On a fait l'horoscope de mon plus jeune fils. Cet horoscope dit qu'il sera pape. Moi, je crains bien que ce petit ne soit plutôt l'antéchrist. » À son propos, elle est aussi l'auteur de cette phrase restée célèbre « Il avait tous les dons, hormis celui de s'en servir. » Précieux parmi tous, son témoignage est sans équivoque, et elle considère que Dubois accomplit fort bien sa mission. Ses accusateurs veulent le faire passer pour un impie qui détourne son élève de la foi. Au contraire, selon les principes d'éducation que lui-même a rédigés, son objectif majeur est de faire de son élève un honnête homme et un prince fidèle à ses devoirs religieux. Un prince, comme chrétien, doit savoir ce qu'il doit croire, ce qu'il doit faire envers Dieu, envers soi et envers son prochain. Simplement, Dubois a le plus profond mépris pour les bigots et une sainte horreur de l'hypocrisie. Et puis, est-ce sa faute à lui si Philippe s'endort pendant la messe? Dubois a bien compris que son élève n'étudierait jamais à coups d'étrivière comme le grand dauphin, fils de Louis XIV, martyrisé par son précepteur le duc de Montausier. Avec lui, la journée d'études doit se dérouler sous le signe de la bonne humeur et de la diversité. Religion, langue, histoire, mathématiques, philosophie, mais aussi stratégie, mécanique, chimie, poliorcétique, c'est-à-dire art de prendre et de défendre une ville, architecture et anatomie. Les études sont agrémentées de rencontres avec les plus grands savants du moment. Qu'importe si son élève n'est que 6e dans l'ordre de succession au trône de France, par une sorte de projection de ses propres désirs d'élévation sociale, Dubois lui dispense l'éducation d'un fils de roi. Entre le maître et l'élève se noue une entente profonde qui se prolongera entre le régent et son ministre. Mais venons-en maintenant aux plus lourdes charges pesant sur Dubois selon ses détracteurs. Il aurait desservi le régent en le poussant à contracter un mariage déshonorant, aurait trahi les visées du roi de France dans l'affaire de la succession d'Espagne et comploté avec l'Angleterre dont il aurait été lapidé, récompensé en monnaie sonnante et trébuchante. Examinons ces graves accusations. En 1691, Louis XIV, voulant détourner Philippe de ses folles nuits parisiennes, l'envoie se battre dans les Flandres. Dubois le suit bien sûr, y compris sur les champs de bataille. Vivant dans la plus grande intimité, ils sont plus proches que jamais. À leur retour à Paris l'année suivante, il va pouvoir gravir la première marche de son ascension. Louis XIV veut imposer à son neveu une union avec mademoiselle de Blois, fille naturelle née de ses amours avec Madame de Montespan. Les parents de Philippe sont outrés par ce projet d'union visant à affaiblir la branche cadette des Bourbons. Or, c'est Dubois qui convainc son élève d'accepter. Pour la première fois, il trahit les intérêts de son protégé et assume sa fringale de pouvoir en jouant le rôle de courroie de transmission entre le roi et son neveu.
Ce mariage lui vaut la reconnaissance de Louis XIV qui lui donne l'abbaye de Saint-Just en Picardie. Il a su se rendre indispensable, art par excellence, de ceux qui ne sont rien et veulent devenir quelque chose. 5 ans plus tard, le duc de Chartres, soupçonné d'être mêlé à une sombre affaire de poison et de sorcellerie, va connaître auprès de Louis XIV une disgrâce de 15 ans qui ne s'éteindra qu'à la mort de ce dernier. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vater. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit au cœur de l'histoire, consacré au cardinal Dubois. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous le cardinal Dubois, principal ministre de Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, et régent du royaume durant la minorité de Louis XV. Sur chacun de ses portraits, il esquisse un léger sourire teinté de malice. Et si le marbre de Coustou, agrémentant son mausolée à l'église Saint-Roch à Paris, le représente en oraison, agenouillé, les mains jointes, le regard humblement tourné vers le sol, il n'en arbore pas moins ce même sourire énigmatique qui, davantage que la bienveillance naturelle de l'homme de Dieu, semble exprimer une ironie pleine de sous-entendus. Pourquoi ce sourire énigmatique ? Béatitude du serviteur de Dieu s'apprêtant à rejoindre son Créateur, ou jubilation intérieure mal contenue d'un parfait Tartuffe, monstre de cynisme et d'ambition. C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode en 2 parties. Seconde partie, l'apothéose. Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que le duc de Chartres, futur régent, était entré en disgrâce auprès de Louis XIV à la fin des années 1690 pour une sombre affaire de poison et de sorcellerie. Pourquoi le cardinal Dubois, à 40 ans passés, reste-t-il auprès d'un maître dont l'avenir est gravement compromis ? N'est-ce pas là la preuve éclatante de sa loyauté ? Lorsqu'en avril 1698, il est placé auprès du maréchal de Tallard, chargé d'aller négocier à Londres un traité de partage de la monarchie espagnole, il n'aura de cesse de négocier en sous-main la couronne d'Espagne pour Philippe. Au passage, il découvre émerveillé une Angleterre où 100 quartiers de noblesse, chacun peut réussir selon ses mérites. C'est à Londres où il noue toutes sortes de contacts qu'il fait ses débuts dans la diplomatie et la politique. Séduire, convaincre, dissimuler, promettre, soudoyer, user de subterfuges, il était fait pour ça. Et voilà que subitement, le 9 juin 1701, meurt Monsieur frère du roi. Désormais duc d'Orléans, Philippe se retrouve à la tête de la 2e fortune du royaume. Tout naturellement, Dubois devient en quelque sorte son chef de cabinet. Dès lors, il se mêle de tout, régente tout, s'occupe des travaux d'embellissement du palais royal, commence à accaparer la première place, comme il le fera plus tard à la tête de l'État. Mais il ne perd jamais de vue les perspectives d'ascension de son poulain, instrument de sa propre ascension, puisque n'ayant rien par sa naissance, il ne peut assouvir son ambition qu'à travers celui auquel il se dévoue. Quand fin 1702, il se rend en Espagne sous prétexte d'aller complimenter le nouveau roi Philippe V, petit-fils de Louis XIV, il veut en réalité obtenir une reconnaissance discrète des droits de Philippe sur la succession d'Espagne. Pour ses bons et loyaux services dans cette affaire, Philippe lui offre une maison dans le palais royal et plus tard l'abbaye de Nogent-sur-Coucy.
Louis XIV, lui, est furieux. La disgrâce de Philippe n'est pas à la veille de prendre fin, même s'il est rappelé à l'armée lors des campagnes difficiles de la guerre de succession d'Espagne. En 1710 et 1714, il est soupçonné d'avoir trempé dans les morts successives du grand dauphin, son cousin Germain, et des membres de sa famille. N'est-il pas féru de chimie ? Mais la mort du roi, le 1er septembre 1715, va changer la donne. Dans son testament, Louis XIV organise une sorte de corégence entre son fils naturel, le duc du Maine, et Philippe. Un bâtard du roi corrégent, cela ne se peut. Dubois constitue promptement un comité secret chargé de l'organisation de la prise du pouvoir. Il faut assurer au prince, à son prince, la bienveillance du Parlement et des armées. Il fait donc distribuer des pièces de monnaie dans tout Paris et crier le nom de son champion. Finalement, le tandem Philippe-Dubois parvient à faire casser le testament. Ce n'est rien moins qu'un coup d'État. Les 7 ans de régence qui s'ouvrent vont marquer l'apogée de la carrière de Dubois. Devenu conseiller de Philippe d'Orléans, il jouit d'une liberté d'action et d'une indépendance que lui garantissent la confiance et l'amitié de son protecteur. Mais à la cour, les grands enragent de l'élévation de cet arrogant parvenu. Relation singulière et unique dans l'histoire de France, d'un maître et son élève exerçant ensemble la pleine réalité du pouvoir, comme l'avaient fait jadis ensemble Sénèque et Néron. Même si l'abbé Dubois ne fut jamais Sénèque et le régent en aucun cas Néron. Dans les mois qui suivent, un prélat italien, le cardinal Alberoni, devient Premier ministre de Philippe V en Espagne. Cet homme, c'est le double parfait de Dubois. D'une prodigieuse intelligence, d'une ambition et d'une volonté farouche, il vient lui aussi du peuple. Son père était jardinier. Alberoni veut faire la guerre et installer Philippe V sur le trône de France, quand Dubois, lui, veut instaurer la paix et faire du régent le roi d'Espagne. Même ambition dévorante, même bourreau de travail, même cynisme, même méthode plus ou moins tordue. Alberoni va tenter de faire renverser le régent par le duc du Maine. Enfin, un adversaire à la mesure de Dubois. Sous le regard impuissant de courtisans qui les haïssent, les deux ministres vont se livrer à une incroyable partie de poker qui va bouleverser pour un quart de siècle le visage de l'Europe. Face aux menées d'Alberoni, Dubois pousse le régent à nouer une alliance inédite avec l'Angleterre protestante. Proche du roi Georges Ier, il parvient à le convaincre que le salut de sa couronne passe par cette alliance avec la France. Il va se dépenser sans compter pour qu'elle voie le jour, et le 4 janvier 1717, à La Haye, son activisme forcené est récompensé. Il signe la triple alliance contre l'Espagne. Puis l'année suivante, ayant rallié l'Autriche, la quadruple alliance. Battu à plusieurs reprises, Philippe V n'obtient la paix qu'à la condition de chasser Alberoni, qui le 5 décembre 1719 reçoit l'ordre de quitter l'Espagne. Pour le régent, c'est une immense victoire. Qui d'autre que Dubois fut le principal instigateur côté français d'une triple alliance qui, en rebattant les cartes de la diplomatie européenne, mit pour la première fois France et Angleterre dans le même camp? En renversant le système d'alliance, n'a-t-il pas obtenu pour le royaume de France 25 ans de paix après le règne sanglant du roi Soleil, constituant ainsi le premier embryon d'une Europe pacifique? Pour Dubois, toute peine mérite salaire, et ses ambitions ont l'art de s'élever à mesure qu'elles sont satisfaites. Il exige donc la charge de secrétaire de cabinet du roi, avec plume, comprenez, avec la signature. Par ailleurs, il reçoit l'abbaye de Saint-Riquier. Depuis Paris, d'où Philippe et lui gouvernent, s'ouvre une ère de changement et de liberté. Libération d'un grand nombre de prisonniers politiques et confessionnels, mise en place d'un nouveau type de gouvernement nommé polysynodie, dont le tandem s'affranchira rapidement pour revenir aux fondamentaux de l'absolutisme en nommant 5 secrétaires d'État, dont Dubois aux affaires étrangères. Le régent est aussi le premier souverain à s'intéresser à l'économie. Certes, les deux hommes partagent le pouvoir absolu, chose absolument inédite dans l'histoire de France.
Mais Dubois laisse Philippe s'épuiser la nuit pour s'accaparer à ses dépens de plus en plus de prérogatives. Annonçant au régent la signature de la Triple Alliance, Dubois lui avait écrit « Je vous suis plus redevable de m'avoir donné cette marque de l'honneur de votre confiance que si vous m'aviez fait cardinal. » de l'art sans en avoir l'air de lui faire connaître son plus cher désir. J'ai nommé à l'archevêché de Cambrai, je ne crois pas que Dieu m'en sache beaucoup de gré, le plus grand coquin, le plus grand athée, le plus grand scélérat et le plus mauvais prêtre qu'il y ait au monde. Que Philippe, non-conformiste et provocateur notoire, ait tenu ce langage ne l'a pas empêché d'obtenir du pape qu'il fasse Dubois cardinal. À la cour, on est suffoqué. Il va donc falloir lui donner du monseigneur. Il va bénéficier de 150 000 livres de rente, d'un palais épiscopal magnifique et pourra appeler le futur roi « mon cousin ». C'est un scandale inouï. Pour Dubois, l'heure de gloire est arrivée. Il lui faut toutefois satisfaire à 2 petites formalités. D'abord, faire annuler son mariage, car il avait bel et bien été marié. Dieu merci, si l'on peut dire, le complaisant marquis de Breteuil, alors intendant de Limoges, fait disparaître toute trace de cet hymen, ce qui lui vaudra une nomination de ministre de la guerre. Seconde formalité, devenir prêtre. Dubois va bénéficier pour cela d'une procédure accélérée, recevant en 1 semaine les ordres mineurs, le diaconat et la prêtrise. Après quoi, le 9 juin 1720, il est sacré archevêque de Cambrai au Val-de-Grâce en présence du régent, mais sans le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, qui a refusé tout net de se prêter à cette mascarade. C'est cette cérémonie qui inspirera le fameux aphorisme « Le pape est un fin cuisinier » qui sait faire d'un maquereau un rouget. Cardinal, archevêque, Dubois obtient par ailleurs le poste de Premier ministre auquel nul n'avait été nommé depuis Mazarin en 1661. Pompon sur sa barrette, il entre à l'Académie française et prend la présidence de l'Assemblée du clergé. À la tête de 7 abbayes, il amasse une fortune considérable qui se chiffrerait de nos jours en dizaines de millions d'euros. Cette immense fortune compte-t-elle des subsides anglais, comme l'a affirmé Saint-Simon ? Cela n'a jamais pu être prouvé. Dubois ne fut pas l'agent de l'Angleterre, mais il est indéniable qu'avoir été l'artisan de l'alliance franco-anglaise lui a rapporté le pouvoir, l'archevêché de Cambrai et le cardinalat. À présent, Dubois est le maître. Il lui faut désormais se maintenir à la tête de l'État, laisser Philippe en réserve des affaires et continuer à gouverner lorsque Louis XV sera majeur. En attendant, il vit son apothéose. C'est lui qui organise le sacre de Louis XV le 25 octobre 1722 et se tient ainsi que le régent auprès du jeune roi. On imagine sans peine la tête des courtisans. Quelques mois plus tard, après une chevauchée, Dubois ressent une vive douleur à la vessie. Le chirurgien Lapéronie lui ouvre le canal de la verge. Hélas, la gangrène est là, probablement un cancer de la prostate. Dubois meurt le lendemain de son opération, le 10 août 1723. Cette fois, le cardinal de Noailles, qui avait refusé de le faire archevêque, accepte bien volontiers de célébrer ses funérailles à Notre-Dame. Un siècle après sa mort, un obscur notable corrézien rédigera cette notice aussi lapidaire qu'infamante. A consacré sa vie à l'avilissement du prince dont il fut le favori. L'auteur aurait pu utilement méditer cette phrase de saint Thomas d'Aquin, dont Dubois aurait pu faire sa devise. Licet uti alieni peccato alterius in bonum. Il est licite de se servir du péché d'autrui pour le bien. En fin de compte, quelle accusation peut-on vraiment retenir contre Dubois, hormis son ambition maladive ? Cynique, sans doute. Lucide, anticonformiste, plus sûrement encore. Aux yeux de ses plus récents biographes, il fut surtout un génie politique
dont le seul tort fut de ne pas être bien né. Peut-être la réussite hors norme de cet homme du peuple au sein d'une cour hostile est-elle la clé de son énigmatique sourire. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. J'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vater. Pour ne rien rater de ces épisodes, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.